Vous connaissez évidemment des types comme Jeff Bezos, Bill Gates ou Bernard Arnault, les 3 hommes les plus riches de la planète. Mais est-ce que vous connaissez l'homme le plus riche de toute l'histoire? On s'imagine un roi ou une reine bien connus comme Louis XIV ou la reine Victoria? Eh bien non. Celui que l'on considère comme l'homme ayant possédé la plus grande fortune de l'histoire était africain. En plein Moyen-Âge, Mansa Moussa, surnommé le lion du Mali, va régner et faire connaître à l'Empire du Mali son âge d'or, au travers de ses nombreuses constructions, mais aussi grâce à sa richesse colossale, aujourd'hui estimée à 400 milliards de dollars. Mais qui était vraiment Mansa Moussa, celui qui fit du Mali, durant son règne, un véritable Eldorado? Nous sommes au XIIIe siècle, et se dresse en Afrique de l'Ouest un grand empire, l'Empire du Mali. C'est vers 1280 que naît Mansa Moussa, et au tout début, il n'était pas censé régner, et c'est grâce, ou à cause de son frère, qu'il accède au trône. Son frère, le Mansa, qui signifie roi des rois, le titre donné aux empereurs maliens, Aboubakar II règne sur l'Empire du Mali. Mais c'est un souverain davantage tourné vers la mer, on le surnomme d'ailleurs l'empereur explorateur, et il est en effet persuadé qu'au loin, vers l'ouest, se trouve une terre encore inexplorée. Il décide donc d'envoyer une expédition à la recherche de ce nouveau continent, mais de cette expédition, seul un navire revint. Déterminé à réaliser son rêve, Aboubakar II décide de monter une seconde expédition et de partir avec elle. Comme lorsqu'un Mansa part en pèlerinage, la tradition malienne veut que le Mansa désigne un régent capable de lui succéder s'il lui arrivait malheur. Et du coup, Aboubakar choisit Moussa, son frère, pour lui succéder. Une gigantesque flotte de 2 à 3 000 navires est alors construite, et c'est en 1312 que Aboubakar part avec son immense flotte vers l'ouest. Mais personne ne les a jamais revus. Même si certains affirment encore aujourd'hui que la flotte malienne aurait bien atteint les côtes d'Amérique du Sud, presque 2 siècles avant Christophe Colomb. Mais il n'existe aucune preuve qu'Aboubakar ait atteint son but, et il y a même des doutes concernant l'existence même de cette expédition. Donc, même si on ne sait pas vraiment comment, Moussa devient le Mansa du Mali, en 1312. L'Empire du Mali, sur lequel règne désormais Mansa Moussa, qui n'a en fait pas grand chose à voir avec le Mali actuel, reste encore aujourd'hui assez méconnu, tant les sources fiables sur son histoire sont rares, et il existe malheureusement énormément de flou et de trous dans l'histoire de l'Empire du Mali. Et comme on va le voir, certains passages de la vie de Mansa Moussa tiennent davantage de la légende que de la réalité historique. Dès le début de son règne, il voit les choses en grand, il sait que son empire a du potentiel, et il va vouloir l'exploiter. Car l'Empire du Mali est riche, très riche, et sa fortune vient de ses mines d'or, qui pouvaient produire jusqu'à 1 tonne d'or par an. Une quantité assez astronomique pour l'époque, et la moindre pépite d'or devient automatiquement la propriété du Mansa. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme aussi le seigneur des mines. On dit même de lui qu'il possédait 50% des réserves d'or de l'époque, et ça, c'est pas mal. Mansa Moussa vise aussi une expansion de son empire, et annexe Tombouctou et Gao, 2 villes situées aux abords de routes commerciales. Mais tout ça ne satisfait pas Moussa, et son ambition va le mener un peu plus loin. Malgré les richesses qu'il accumule et ses conquêtes, l'Empire du Mali reste encore complètement refermé sur lui-même. Cet empire, pourtant immensément riche, ne figure sur aucune carte, et les rares contacts qui se font avec le reste du monde se font via les quelques marchands qui s'aventurent dans le Sahara, et les savants arabes qui seront les seuls à écrire sur cet empire avant Mansa Moussa, nous laissant ainsi très peu de sources sur son histoire. Alors pour faire connaître son empire au reste du monde, Mansa Moussa va avoir une idée ingénieuse, un immense coup de com'. En bon musulman, Mansa Moussa va effectuer un pèlerinage à la Mecque, mais pas un petit pèlerinage, puisqu'il emmène dans ses valises un paquet de monde. C'est avec 60 000 personnes, comprenant sa cour, ses soldats, des marchands, des hommes, des femmes, des enfants et des esclaves, que tout ce beau monde part en 1324 en direction de la Mecque. Pour montrer au monde à quel point l'Empire du Mali est riche, cette gigantesque caravane emmène avec elle des tonnes d'or. Tous ceux qui font partie du voyage sont vêtus avec des brocarts d'or et de soie. Ils ont de magnifiques bijoux, bref, de quoi impressionner les locaux. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Du courtisan à l'esclave, chacun se voit affublé d'au moins un vêtement ou d'un objet de valeur. Mais ce n'est évidemment pas tout. 80 chameaux transportent des livres d'or. Il y a aussi des chevaux et suffisamment de bétail pour nourrir tout le monde pendant ce périple. Mansa Moussa traverse ainsi le Sahara, et à chaque ville qu'il traverse, il distribue à chacun de l'or et fait même construire des mosquées. Et voilà pourquoi ce pèlerinage était en fait un merveilleux coup de com'.
Ok, Mansa Moussa était un bon musulman, et pour lui, faire un pèlerinage à la Mecque était un peu une étape obligée. Mais distribuer toutes ses richesses à n'importe qui, ça c'est un coup de génie, et qui va marquer les esprits. Sur le chemin de la Mecque, il fascine tous ceux qu'il croise. Sa richesse et son opulence impressionnent. Faut vous imaginer, hein, vous vivez dans votre petit bled, et un beau jour vous voyez débarquer l'équivalent d'une ville, vêtue d'or de la tête aux pieds. Effectivement, ça doit être impressionnant. Et là où ça va fonctionner le plus, c'est lorsque la caravane atteint le Caire en Égypte. Là, bah, ça va être un bordel monstre. Il y fait la rencontre et est logé par le sultan mamelouk du Caire, An-Nasir Muhammad Ben Kalaoun, avec qui les relations sont un peu tendues. Au début, Moussa refuse d'embrasser ses pieds, alors que c'est pourtant la coutume pour saluer le sultan. Mais surtout, il n'apprécie pas trop qu'un étranger débarque dans sa ville et lâche de l'or à tout le monde. Et ça va rendre les gens fous. Ils se jettent sur la caravane pour récupérer un petit peu de ce précieux métal. On raconte qu'à force de distribuer de l'or à absolument n'importe qui, la caravane de Mansa Moussa va ruiner l'économie égyptienne. Le cours de l'or va en effet plonger et mettre 10 ans à s'en remettre. L'historien syrien Al-Oumari, qui débarque au Caire 12 ans après le passage de Mansa Moussa, raconte que tous les habitants parlaient encore de lui, tellement il les a marqués. Si bien qu'à son retour de la Mecque, en repassant par le Caire, Mansa Moussa se voit dans l'obligation de racheter son or, pour éviter de trop aggraver la situation. Bon, sauf que je vous rassure, même si Mansa Moussa a bel et bien dilapidé une partie de sa fortune au Caire, il n'a pas fait chuter le cours de l'or pour autant. Ça c'est une légende issue de nombreuses exagérations. Néanmoins, Moussa a réussi son coup. Son nom se répand en Afrique, puis au Proche-Orient, au Moyen-Orient et même en Europe, où pour la première fois, l'Empire du Mali est représenté sur une carte, le célèbre atlas catalan du cartographe Abraham Cresques, réalisé en 1375. C'est d'ailleurs la seule représentation de Moussa que l'on a. Il est représenté sur cette carte tenant un sceptre dans une main et tenant fièrement un morceau d'or dans l'autre. Après ce pèlerinage qui a fait rayonner l'Empire du Mali, Mansa Moussa rentre au pays. A son retour après 2 ans de pèlerinage, en 1325, Mansa Moussa a accompli son souhait de voir son empire sortir de l'ombre. Et il ne rentre pas seul, il ramène avec lui de nombreux architectes, des poètes et des savants musulmans, qui vont grandement moderniser l'empire de Moussa. Longtemps oublié, le Mali attire désormais des gens venus de tout le monde musulman, et la ville de Tombouctou se transforme en une sorte d'Eldorado, et Moussa va grassement payer tous ses savants et artistes pour faire de Tombouctou un haut lieu de la connaissance. Il fait ériger les fortifications pour contrer les attaques venues du royaume Mossi. Il fait construire des écoles, des bibliothèques, l'université de Sankoré et les mosquées de Djingaréber et Sidi Yahya. L'université de Sankoré, qui est en fait plutôt une madrasa, un lieu où l'on enseigne à la fois la théologie musulmane mais aussi des sciences comme les mathématiques, va devenir le centre culturel de Tombouctou. Doté d'une bibliothèque impressionnante de 700 000 manuscrits, Sankoré devient le lieu d'érudition le plus célèbre d'Afrique, où nombreux sont ceux qui y amènent des manuscrits pour qu'ils soient copiés et stockés. Bref, un apport considérable pour le Mali, et Tombouctou devient en quelques années la ville la plus riche et importante d'Afrique subsaharienne, notamment réputée pour son enseignement de l'islam, qui va grandement contribuer à l'essor économique et à la propagation de l'islam dans la région. Pourtant, tout cela n'empêche pas Mansa Moussa d'être vivement critiqué par son peuple. Déjà, nombreux sont ceux qui lui reprochent d'avoir, au fil du temps, abandonné les vieilles traditions pour l'islam. Et aussi, on rapporte que les inégalités étaient de plus en plus fortes dans l'empire de Moussa. Mais ce qu'on lui reproche le plus touche, sans surprise, à sa fortune. Si Moussa aime bien l'opulence, il est très mauvais pour tenir ses comptes. Après avoir littéralement jeté des centaines de kilos d'or sur toute la route jusqu'à la Mecque, et après avoir entrepris des chantiers faramineux, bah forcément, à la fin, les caisses sont vides. Les sources étant encore une fois peu nombreuses, on ne sait pas grand chose de la fin de règne de Mansa Moussa. Son fils, Magan, lui succède en 1332, ou bien en 1337. En fait, les sources se contredisent, ce qui ne nous donne donc pas une date exacte pour la mort de Mansa Moussa. Et d'ailleurs, rien ne prouve que Magan a succédé à son père après sa mort. Il a peut-être pu abdiquer et vivre encore quelques années de plus. Bref, on n'en sait rien. Et s'il y a bien quelque chose que l'on ignore tout autant, c'est concernant sa soi-disant fortune. Et oui, tous ces récits autour de sa richesse immense ont fait que Mansa Moussa a acquis au fil du temps le titre très flatteur d'homme le plus riche de l'histoire. Mais l'était-il vraiment? Mansa Moussa était immensément riche, ça c'est indéniable. L'un des hommes les plus riches de tous les temps? Sûrement. Mais le plus riche? Bah... Bon,
Ce titre d'homme le plus riche de tous les temps vient d'une estimation qui établirait la fortune de Mansa Musa à son apogée à, tenez-vous bien, 400 milliards de dollars. En comparaison, Jeff Bezos est 196 milliards, Bill Gates 114 milliards et Elon Musk seulement 83,6 milliards de dollars. Enfin, seulement, vous avez compris. Mais le problème avec cette estimation, c'est qu'elle est un peu foireuse. Déjà, ce chiffre nous vient du site Celebrity Net Worth, qui a ensuite été repris par un peu tout le monde, surtout dans les médias. Mais à aucun moment ils expliquent leurs calculs. Et on peut les comprendre. Car en fait, c'est tout simplement impossible à calculer. Déjà, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais surtout le problème, encore une fois, avec le cas de Mansa Musa, c'est que les sources le concernant sont vraiment peu nombreuses, et pas toujours fiables.